Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue dans ce spécial frontal consacré aux grands événements qui ont marqué le continent ces 12 derniers mois. Il s'est passé des choses sur le continent en 2024. AES, crise au sein de la CEDEAO, présidentielle au Sénégal et au Ghana, rupture des accords militaires entre la France et certains États africains. L'actualité était donc dense. J'ai le plaisir de recevoir avec moi 3 invités pour revenir et revisiter ces 12 derniers mois. J'ai donc le plaisir de recevoir Ben Aoudin. Vous êtes un conseiller de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Vous avez même consacré un livre à l'homme Gbagbo, un homme, un destin, publié aux éditions Masmilo. Merci Ben Aoudin. Merci Richard. Notre invitation. J'ai également avec moi le politologue camerounais Claude Wilfried Ekanga. Vous avez été sur ce plateau ces 12 derniers mois. C'est avec le même plaisir que je vous reçois pour décrypter, ou du moins pour revenir sur les événements qui ont marqué le continent en 2024. Vous êtes écrivain, vous avez écrit, et c'était à l'occasion donc de la dernière présidentielle dans votre pays. Tu dois t'impliquer le récit d'une folle campagne. Merci Claude Wilfried Ekanga d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est toujours le même plaisir. Et c'est avec le même plaisir que je reçois Karine Orio, ma consoeur. Karine Orio, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci Karine Orio. Merci beaucoup Richard. D'avoir accepté notre invitation. Nous étions le 28 janvier 2024. Oui, c'est par cet événement politique que l'année a commencé sur le continent. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso se retirent de la CEDEAO. Le communiqué était dur pour l'organisation sous-régionale. Ils ont pris la décision de se retirer de la CEDEAO avec effet immédiat et le communiqué précise, c'est une décision irréversible. Et depuis, la CEDEAO ne s'en remet pas. Je commence par vous, Karine Orio. C'est une rupture historique. Rappelons quand même que depuis la création de la CEDEAO, il me semble en 1975, le seul pays qui avait décidé de se retirer, et pas comme dans le cas de l'AES, c'est la Mauritanie, pour rejoindre l'Union justement arabophone sur la question, parce qu'il y avait des désaccords sur la question du Sahara occidental. 17 ans plus tard, la Mauritanie a quand même décidé de nouveau de rejoindre la CEDEAO. Là, nous sommes dans une configuration complètement différente. Les pays, le Mali, le Burkina et puis le Niger, ont décidé, suite aux sanctions imposées par la CEDEAO, parce que, rappelons-le, ces pays-là, en tout cas depuis 2 ans maintenant, un peu plus pour le Mali, il est question de coup d'État, et que quand on fait un coup d'État, cela implique des sanctions. Maintenant, il faut rappeler que la CEDEAO, aujourd'hui, est une institution qui n'a peut-être pas évolué avec son temps, à qui on reproche un certain nombre de faiblesses. Et je pense qu'elle paye aujourd'hui ce prix-là parce que l'AES a beaucoup joué aussi sur l'opinion publique pour montrer les faiblesses de la CEDEAO. Quel prix paye, Karine Orio, la CEDEAO? Le fait de ne pas s'accommoder des coups d'État ou bien la question des sanctions? Ou bien des sanctions? D'une part, des deux, parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Il est quand même question que les États membres de la CEDEAO soient aussi ces États qui finalement pénalisent, mettent en place les sanctions contre ceux qui commettent des coups d'État militaires. Donc, on l'a vu au Niger, ça a été dur pour le peuple nigérien. Absolument. En l'occurrence, c'est justement à propos Niger, Claude Wilfried Ekanga. Au fond, cette crise est née véritablement à partir du coup d'État de juillet 2023 opéré par le général Tiani au Niger, coup d'État qui était le coup d'État de trop pour la CEDEAO. En fait, non, ou du moins ça dépend de l'angle avec lequel on observe la chose, parce que des coups d'État, il y en a eu avant. C'est ça. La Côte d'Ivoire a eu un coup d'État constitutionnel. La Constitution n'avait pas prévu que Ouattara fasse un 3e mandat. Ensuite, on a eu la disparition de Mamadou Gon Coulibaly et Ouattara. J'entendais coup d'État militaire, excusez-moi. Oui. Si c'est le jeu de mots qu'il fallait faire, coup d'État militaire, j'entends. Cela ne change rien à l'approche parce que justement, de la part des militaires qui ont pris le pouvoir, ils se sont rendus compte qu'il y avait précisément des bons et des mauvais coups d'État. Soit dit en passant, la Guinée-Conakry de M. Doumbouya n'a pas été aussi farouchement acculée comme l'a été le Niger. Et donc, il y a eu une impression d'inféodation de la CEDEAO
au service de puissances extérieures. C'est en tout cas ce que défendent les militaires du Mali, du Burkina et du Niger. Et en fait, c'est cette dépendance plus ou moins évidente de la CEDEAO à quelque chose qui ne vient pas de l'Afrique, qui a conduit les acteurs de l'Alliance des États du Sahel à envisager une structure qui répond davantage aux aspirations des peuples africains en matière d'indépendance, en matière de souveraineté. C'est pour ça que bien avant la déclaration de janvier, on avait déjà, quelques jours seulement après la prise du pouvoir de M. Abdourahmane Chiani, le 16 septembre 2023, la promulgation de la charte portant création de l'Alliance des États du Sahel, la charte du Liptako Gourma, qui mettait déjà en exergue la différence entre les anciennes structures et les nouvelles, parce qu'il y avait ce qu'on appelait le plan trilatéral permanent de défense. On a ce fameux article 6 parmi les 17 que compose la fameuse charte qui dit que nous sommes dans une logique où on ne va plus brader notre souveraineté, il y a quelqu'un d'autre, on va se défendre mutuellement, on va créer un panafricanisme véritable, un panafricanisme 2.0, on va décider de ce qui est bon, ce qui est mauvais pour l'Afrique, et on ne va pas s'encombrer des desiderata extérieurs parce que ceux de l'extérieur ne cherchent pas non plus à savoir si les décisions qu'ils prennent ou les structures qu'ils mettent en place correspondent à nos aspirations. Donc c'est ça qui a conduit à justement la création de l'AS, et on a d'ailleurs vu lors de la session, lors de la rencontre du 6 juillet, portant création de manière officielle de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Oui. Cela s'est passé la veille du sommet de la CEDEAO. Et on a davantage parlé du sommet de l'AES que du sommet de la CEDEAO. Une sorte de pied de nez, une sorte de défi pour dire les Africains sont davantage séduits par une structure comme celle que nous mettons en place que par une structure dont ils ne voient ni le bilan, parce que la CEDEAO brille par une absence de réponse politique sûre. Depuis 1975 et le traité de Lagos, une absence de réponse politique solide aux défis du continent. Je dis réponse politique parce que, à la base, c'était quelque chose de fondamentalement économique. C'était une structure douanière, une structure économique, mais qui s'est arrogée des fonctions d'intervention ou alors d'opinion politique. Et alors, à ce moment-là, la population africaine a commencé à attendre des réponses pragmatiques, des réponses réelles aux différentes crises sur lesquelles elle a été grandement absente. Donc, elle n'a pas brillé de ce côté-là. Elle n'a pas brillé par la consolidation économique des différents États qui le composent. Ouais. Il y a une distance. Mais la libre circulation était quand même une réalité au sein de la communauté. Oui, c'est un élément. Mais voilà, si cela suffisait à créer une économie solide, évidemment, ça se saurait. Elle n'a pas brillé par sa capacité à densifier les échanges dans la logique d'une économie de production et de production diversifiée. Oui. Elle s'est embrigadée dans la culture de rente et l'exploitation de la matière première, y compris les pays anglophones comme le Nigeria, le Ghana, qui obéissent aussi dans de grandes largeurs, peut-être dans une moindre mesure, mais quand même à cette logique. Et aujourd'hui, ces manquements-là, combinés à la cause directe qui a été donc le désir, ou du moins le cri de Mohamed Bazoum, l'appel à l'aide de Mohamed Bazoum auprès de la communauté internationale, venez me remettre ce que j'ai perdu. Bon, à partir de là, ça a été perçu aussi bien par les militaires que par les populations africaines qui, grandement et de manière pas voilée du tout, soutenaient le nouveau régime. Ça a été perçu comme une volonté de continuer cette inféodation des structures africaines aux désirs extérieurs. Donc c'est une décision que vous compreniez qui s'explique totalement, c'est-à-dire elle est explicable rationnellement. Qu'on l'approuve ou non, oui. Elle n'a rien de surnaturel. On peut examiner les tenants, on peut examiner les causes lointaines, on peut examiner les causes plus récentes, on peut examiner les motivations des acteurs de la structure et voilà. C'est très clair. On va revenir, on va approfondir. Vous avez évoqué plusieurs points sur lesquels nous reviendrons. Bernard Oudin, vous êtes franco-ivoirien. La crise dont nous parlons dans cette émission impliquait certes les États membres de la CEDEAO, dont le Niger, le Mali et le Burkina Faso, mais aussi la France, et d'ailleurs le président français prenait publiquement la parole pour évoquer cette crise de la CEDEAO et présentait son pays comme
pouvant être un acteur dans la résolution de cette crise, quel est le regard que vous avez posé sur cette décision politique prise par ces trois États qui forment aujourd'hui l'AES? Il faut revenir déjà à la CEDEAO et se dire on crée des instances comme celle-là, comme l'Europe a construit de son côté des alliances, savoir ce qu'on en fait. Et mon ami rappelait les coups d'État. Le coup d'État n'est pas nécessairement militaire. Le coup d'État peut être civil. Et il a dit avec très grande justesse qu'en 2020, en Côte d'Ivoire, il y a eu un coup d'État politique et constitutionnel. Et au-delà de ça, pour remonter un peu dans le temps, ce qui touche encore à la CEDEAO, c'est qu'en avril, fin mars, début avril 2011, la Cour de justice de la CEDEAO a donné l'ordre aux différents intervenants de la crise ivoirienne, c'est-à-dire le gouvernement du président Gbagbo, les gens qui étaient à l'hôtel du Golfe et puis les gens de l'extérieur comme l'ONUCI, etc., de suspendre toute action tant qu'ils n'avaient pas pris une décision sur une requête qui avait été acceptée par la Cour de justice, qui avait été demandée au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. C'est dans les archives de la Cour de justice. Et la réponse de la Cour de justice devait avoir lieu le 9 mai 2011. Le 11 avril 2011, tout a été réglé d'une autre façon. C'est-à-dire de façon militaire, puisque l'armée française est venue arrêter le président Gbagbo. Donc la CEDEAO dans cette affaire-là et sa Cour de justice ont été piétinés. On ne peut pas dire aujourd'hui, il existe une instance, donc il faut la respecter, perindeac cadaver, comme diraient les jésuites. Si aujourd'hui vous dites que le Niger, que le Niger, les gens souffrent, etc. Mais est-ce qu'ils ne souffraient pas avant? Pas de la même manière. Non, je suis désolé. Moi aussi, je suis désolé, pas de la même manière. Les médicaments qui manquaient dans les hôpitaux, pas de la même manière. On ne pouvait pas opérer les malades. En Côte d'Ivoire? Non, au Niger. Au Niger. Oui, mais pendant l'application des sanctions de la CEDEAO. Je vais venir aux sanctions. Non, mais on s'est mal compris sur ce que je dis. D'accord. On s'est mal compris. C'est que la CEDEAO, pour les gens qui souffrent au Niger, il ne faut pas dire, il faut rester dans la CEDEAO pour ne pas avoir de sanctions. Il faut savoir que le pays peut se développer. Le Niger a des capacités, parce qu'on a l'impression que c'est un immense bac à sable avec la ville de Niamey tout en bas. Il y a des capacités minières énormes. Non, pas politique. Restons seulement sur le plan politique. Mais la question, elle est essentiellement politique. La question est politique, des coups d'État. À condition que le pays, si le Niger intègre la CEDEAO... Réintègre la CEDEAO, vous voulez dire? Intègre la CEDEAO à l'origine. À l'origine. C'est pour participer avec d'autres à une mise en commun d'un certain nombre de moyens et de besoins. On est d'accord. Pour répondre aux besoins des populations. Absolument, on est totalement d'accord. Et dans ce cadre-là, les capacités du Niger, qui sont par exemple l'uranium, il faut que ça bénéficie aux gens de Zinder, d'Agadez. Bien sûr. On est d'accord, totalement d'accord. Et si la CEDEAO ne remplit pas ça, que les Nigériens essayent de reprendre leur avenir en main, on ne peut pas leur reprocher, apparemment. Moi, j'ai quand même une question à vous poser, parce que comment est financée la CEDEAO? En plus. Non, mais la question de la CEDEAO est une institution qui est financée par qui et comment? À la base, il parle d'une sorte de taxe communautaire prélevée sur les sur les recettes des États, entre autres. Des États, oui. Mais on connaît l'indiscipline de nos différents États, ce qui les conduit à une situation où ce sont les bailleurs de fonds, les créanciers internationaux qui interviennent pour permettre à la structure de vivre. Non, mais moi, j'ai reposé cette question. Pourquoi? Parce que, déjà, dans vos différentes analyses, ce que je voudrais pointer du doigt, c'est que, pour moi, on ne peut pas faire d'amalgame au niveau des coups d'État. Ce n'est pas possible qu'on dise... En fait. Non, mais si vous me permettez juste d'aller jusqu'au bout. Oui. On ne peut pas, en l'occurrence, vous prenez justement 3 pays, c'est intéressant de revenir sur ces 3 pays-là. Le cas du Niger, Mohamed Bazoum a été élu démocratiquement. Là, il est encore en otage. Donc, vous ne pouvez pas négocier en disant, mais nous, on veut rester dans la CEDEAO, on ne veut pas avoir de sanctions. Et en plus, vous avez un ancien président qui est otage. Au-delà de ça, en plus de ça, je rajoute à cela le fait que les populations souffrent. Le cas du Mali, il y a eu combien de coups d'État au Mali? Et au Burkina, quel était le problème avec Roch Christian Kaboré? Parce que si vous soulevez ces questions-là, et ensuite, quand on fait un coup d'État, vous le savez, qu'il soit un coup d'État militaire, on s'attend à des sanctions.
Maintenant, ce que j'ai dit d'ailleurs dans mon propos, c'était que la CEDEAO, c'est une institution qui est vieille, qui effectivement a énormément de soucis et qu'elle n'a pas évolué avec son temps. Ce qu'on reproche aussi à la CEDEAO, c'est les financements. Pourquoi elle n'a pas été un acteur important dans la lutte contre le terrorisme, par exemple? Alors, je voudrais préciser quelque chose avant que vous n'apportiez votre réponse, Claude Wifri et Kanga. Ce que dit Karine Orio nous plonge même dans la complexité de la problématique liée au coup d'État, où elle dit qu'il ne faut pas confondre les coups d'État. Après, vous aurez votre opinion. Je vais vous donner un exemple pour qu'on comprenne mieux. Aujourd'hui, il est incontestable que le président sénégalais a été démocratiquement élu. Qui accepterait aujourd'hui qu'un colonel sénégalais ou général sénégalais, avec quelques copains, prenne des armes et dépose le président Bassirou Diomaye et Diakhar Faye? Ça ne serait pas acceptable. Mais pour autant, effectivement, comme vous le dites, il n'y a pas que des coups d'État militaires, il y a aussi des coups d'État constitutionnels. La question, c'est comment on y fait face? Alors, il faut comprendre la nuance entre l'explication d'un paradigme et la justification de ce paradigme-là. Oui. Les Nigériens, vous parleriez avec les Nigériens aujourd'hui, des millions d'entre eux vous diraient « Nous approuvons totalement la présence de M. Abdourahmane Chiani ». C'est un fait, il faut en prendre acte, d'autant plus quand on n'est pas nigérien. Totalement d'accord. Maintenant, le coup d'État militaire est un coup d'État parmi d'autres. C'est d'ailleurs pour ça qu'on précise toujours le coup d'État militaire. Celui qui est élu démocratiquement et qui, alors que la Constitution qu'il a élue démocratiquement lui interdit de se représenter, fait exactement un coup d'État comme celui qui vient par la voie militaire. D'autant plus que certains coups d'État constitutionnels créent davantage d'effusion de sang que certains coups d'État militaires. Non, mais pardon de vous couper, Monsieur Ekanga, vous avez dit dans votre propos tout à l'heure, vous avez parlé de souveraineté. Donc j'ai rebondi sur le fait qu'au Niger, vous parlez de souveraineté, mais le président qui était là a été élu démocratiquement. Ensuite, quand vous dites la politique 2.0, mais pour moi, la politique ne se fait pas sur Internet. Et je suis d'accord avec vous. Non, nous faisons un amalgame de sujets il y a ce moment-là. Non, mais c'est pour ça que je reviens. Entre l'Internet et le terrain. Je reviens parce que vous dites les Africains, vous avez aussi dit dans votre propos, les Africains approuvent. Quel Africain approuve? Non, la population d'une allée à Niamey aujourd'hui, aller dans la capitale du Niger, poser la question aux populations. Enfin, allez-y, prenez la température autour. C'est vrai, on est totalement d'accord. C'est tellement flagrant. C'est là où ça devient complexe la question. Nous sommes d'accord. Parce que justement, il y a des choses à prendre en compte. Monsieur Mohamed Bazoum, quand il était encore au pouvoir, a eu des déclarations qui n'ont pas du tout arrangé les Nigériens. Il a dit que l'armée n'était pas en capacité de faire face au terrorisme. C'est vrai, il a dit ça. C'est un aveu d'incompétence. Il y a énormément de paradigmes qui font que quand bien même vous seriez élu démocratiquement, vous vous délégitimez aux yeux de votre population. Ce n'est pas moi qui ai mené le coup d'État au Niger ou qui l'approuve, mais il faut tenir compte du fait que même les sanctions que vous avez évoquées n'étaient pas légales. La CEDEAO n'a pas prévu, on est d'accord là sur ce point. De geler les frontières, c'est pas prévu. On est d'accord. Les sanctions étaient beaucoup plus sévères, ça c'est clair. Non, elles étaient illégales sur le principe. Elles étaient illégales. Elles ne sont pas prévues par les statuts de la CEDEAO de la même manière que l'UMOA qui a gelé les avoirs des autorités. Qui sont venus en remplacement de M. Mohamed Bazoum. L'UMOA n'avait pas le pouvoir du gel des avoirs. C'est-à-dire, on a répondu à une illégitimité par une autre illégitimité. Et c'est ça qui complexifie énormément la chose. Et le juge de paix, à ce moment-là, c'est l'approbation populaire. Oui, d'accord. Mais répondez à la question, Claude Wifri et Kanga. Qu'est-ce qu'on fait quand un président démocratiquement élu est déposé par un militaire? Comment on se comporte par rapport à ça? Qu'il est toujours pris en otage. C'est le nœud de la question. Et je vous ai donné l'exemple du Sénégalais, où on pourrait même donner l'exemple du Ghanéen qui vient d'être élu, mais on reviendra sur ce cas. Ça a été démocratique, une élection. Je suis d'accord. Cette élection. Qu'est-ce qu'on fait s'il est déposé par un militaire? C'est pour ça que j'ai précisé d'entrée de jeu que je ne suis pas nigérien. Ce n'est pas moi qui ai renversé Mohamed Bazoum. Nous commentons une actualité qui ne dépendait pas de notre volonté. Oui. Je n'approuve pas fondamentalement l'incarcération ou la prise d'otage carrément de M. Mohamed Bazoum. La lecture politique, cependant, nous conduit à analyser le fait qu'il a demandé l'intervention américaine, notamment sur le sol nigérien. Quand vous avez ce type d'approche, évidemment, vous conduisez vos propres populations à approuver et à être moins frustrés que vous soyez incarcérés parce qu'ils ont
ils ont l'inventaire des interventions étrangères sur le sol africain. Et quand vous demandez à des puissances comme les États-Unis qui ont sinistré le continent africain, il y a l'exemple de Muammar Kadhafi qui nous traumatise encore aujourd'hui, vous avez donc une population qui vous regarde en se posant la question, mais ce n'est pas sérieux du tout, c'est-à-dire, tu es prêt à sacrifier la vie de millions de Nigériens sur l'autel de ton pouvoir, parce que pour toi, le pouvoir, il est plus grand que l'intérêt de millions de personnes. Et ça mais la question de principe que j'ai posée, vous n'y répondez pas. La question de principe que j'ai posée. Oublions le Niger. Et faisons face à la question de morceau choisi. Question faite, je sais. Mais il y a une question qui est transversale. C'est comment on se comporte face à un coup d'État militaire. Alors, il y a deux possibilités. Oui. Soit on enclenche une guerre pour récupérer le pouvoir, ce qui cause énormément de victimes supplémentaires. C'est pour ça que parfois, il est plus pertinent de prendre acte d'un événement comme celui-là que de se dire on va mener donc une contre-offensive qui finalement ne va pas résoudre le problème et qui va peut-être davantage morceler l'État. Donc c'est sur le principe, c'est compliqué, mais oui, c'est ça. En morceaux choisis, ça dépend de la situation. Dans la situation du Niger, Mohamed Bazoum aurait dû se rendre compte du fait que, quand bien même, parce que c'est comme si je vous parlais de la France, ou du fait que le général de Gaulle était une sorte de militaire arrivé là par une sorte de coup d'État également. Sur le cas du Niger, Mohamed Bazoum aurait dû prendre acte du fait que j'ai certes été élu démocratiquement, mais mes affirmations ont tellement déplu à ma population que je me suis retrouvé délégitimé. C'est ce qui s'est passé avec Viktor Yanukovych en Ukraine en 2014, élu démocratiquement, désapprouvé par la population, et le coup d'État a été applaudi par les démocraties occidentales, entre autres, parce qu'elles ont considéré le fait que les populations désapprouvent le refus de Yanukovych de s'associer à l'Union européenne et donc elle le renverse et Bazoum aurait dû se dire je prends acte. Dans le cas du Niger aussi, ce que vous avez souligné. Si vous permettez, je propose qu'on marque une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Deuxième partie de notre émission spéciale consacrée aux événements qui ont marqué l'année 2024 en Afrique. Mes trois invités sont toujours avec moi. Avant que Bernard Oudin ne prenne la parole, Karine, vous vouliez dire quelque chose? Je voulais juste revenir sur le point que vous avez soulevé si justement, c'est que la question que l'on se pose suite aux sanctions émises justement par la CEDEAO, c'est toujours en fait d'un point de vue des populations, c'est que les premières à souffrir quand même des sanctions, donc de fait de ce coup d'État, ce sont les populations. À cause de ceux qui mettent sur pied des sanctions illégales, ils n'auraient pas dû. Mais pas à cause, non, mais non, c'est tout un ensemble. Enfin, je veux dire, il y a un coup d'État, il y a des sanctions qui souffrent. La CEDEAO n'a pas prévu, quand il y a un coup d'État, c'est vrai, on met ces sanctions. Pas de façon aussi... D'accord, mais aujourd'hui, qui paye le lourd tribut il appartiendrait à ceux du contexte. On est en train de parler du contexte. Ceux qui ont voté les sanctions de les révoquer et le problème est résolu. Enfin, on parle du contexte. C'est que finalement, aujourd'hui, c'est qui paye le lourd tribut de ces sanctions. Les populations de la faute de ceux qui préfèrent, pour le bien d'un individu, faire souffrir des milliers de gens en votant des sanctions illégales. C'est de ça qu'il est question. On peut voir aussi la question. On peut voir la question. Bien sûr. Aussi, mais dans cette médiation dont il est question, puisque là, les États de l'AES ont annoncé il y a quelques jours que finalement, eux, ils permettaient aux citoyens circulant dans l'AES de circuler tranquillement dans la CEDEAO. Ça a été une bonne mesure politique. Oui. Mais les premiers à avoir gelé les frontières, c'est la CEDEAO. On est totalement d'accord. Mais ça nous ramène toujours à la question comment on se comporte face à un coup d'État. Est-ce qu'on laisse faire ou est-ce qu'il faut le combattre? Et ça ne nous fait pas perdre de vue l'idée qu'il n'y a pas que les militaires qui font il n'y a pas que des coups d'État militaires, il y a aussi bien évidemment des coups d'État constitutionnels. Ils sont d'ailleurs les plus nombreux. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Le coup d'État contre Bédi en 1999. Je suis bien placé pour en parler.
ceux qui ont lu mon livre le comprendront. Du général Gay. Robert Gay. Attribué publiquement au général Gay, mais si vous lisez mon livre, vous comprendrez la suite. C'est un coup d'État militaire, puisqu'on nous a mis un général à la radio ce jour-là, puisque la télévision était fermée. Et ce coup d'État s'est terminé 10 mois après par une obligation absolue pour les Ivoiriens de passer par la case démocratique d'une élection présidentielle largement gagnée par Gbagbo, contestée par le général Gay lui-même, et qui ensuite a été validée par la France au bout de quelques jours. Et c'était donc un coup d'État militaire, mais le jour du coup d'État militaire, croyez-moi, il n'y a pas une personne qui aurait tiré un coup de feu pour Bédier à Abidjan. C'est vrai. Il y a eu des millions de personnes dans la rue. Ça aussi, et quand Gbagbo a été élu en 2020, au mois d'octobre, j'habitais à Abidjan, je peux vous assurer que ces mêmes personnes sont ressorties dans la rue pour empêcher Gay de refaire un coup le lendemain des élections. Et ça, en fait, il y a quelle conclusion? Donc ça veut dire que le coup d'État en lui-même, c'est pour le dictionnaire, si on veut, qu'il soit constitutionnel, civil, militaire, etc. Mais voir ce qu'il y a derrière. Il y a des pays où il se passe des coups d'État parce que c'est la seule façon de remettre le pays sur les rails. C'est vrai. Oui, mais à condition que. Parce que c'est la seule façon de mettre. À condition que. En Côte d'Ivoire, la crise qu'on a jusqu'à aujourd'hui, elle a démarré avec ce coup d'État sur Bédier. Il y a eu le passage démocratique de Laurent Gbagbo en 2000, et immédiatement, la France a tout monté pour ressortir Gbagbo. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le coup de 2002 n'est pas tombé du ciel. Et jusqu'à 2010, jusqu'au moment d'avril 2011, où ils ont enlevé Gbagbo, d'ailleurs les Ivoiriens disaient que c'était la terminaison du plus long coup d'État de l'histoire. On a toujours vécu là-dedans. C'est intéressant ce que vous dites. Et ce n'est pas faux. Et le président Gbagbo a lutté démocratiquement pour maintenir le pays en état. Un tout petit exemple, le pays coupé en deux, la Côte d'Ivoire officielle de Gbagbo a payé les factures d'eau et d'électricité de tout le nord du pays pour que les populations ne souffrent pas de la situation de quasi-rebelle qu'avaient créé les gens de Ouattara au nord. Et donc les Ivoiriens ont pu continuer à avoir de l'eau et de l'électricité parce que Gbagbo leur fournissait. Il aurait pu dire ils sont au nord, qu'ils se démerdent, etc. Donc pour le Niger, on en revient au Niger ou au Mali ou au Burkina. Exemple des relations militaires de ces pays-là, on a dit quand par exemple le Mali a fait son coup d'État, oh là là, mais les rebelles, les djihadistes vont descendre sur Bamako, en 15 jours c'est fini. Moi je constate avec des officiers français que je connais, que depuis, la pression djihadiste sur le Mali est beaucoup moins forte qu'à l'époque et de Serval et de Barkhane. Que le Niger ne s'est pas effondré non plus, que le Burkina ne s'est pas effondré. Non, mais on ne peut pas avoir des notes là-dessus. Moi, je trouve que c'est contestable. Qu'est-ce qui est contestable ? Sur les attaques djihadistes, on n'a pas d'informations. On ne peut pas faire une comparaison avec des chiffres, puisque aujourd'hui, on n'a pas d'infos. Je vais vous en donner une. Non, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas dire que clairement, aujourd'hui, les attaques, il y a moins d'attaques, puisqu'on n'a pas d'infos. Les attaques je vais vous donner. Ne sont pas cachées, on le sait tout de suite. Comment vous le savez, Richard ? Mais les victimes. Non, mais Richard, je vais. Karine, je vais vous donner. À l'époque de la téléphonie où tout le monde prend des. Aujourd'hui, ce n'est pas possible d'avoir des chiffres. Non, des chiffres, non. Ça, oui. Moi, je parle de chiffres. Des chiffres, non. Ah, ok. Au-delà des chiffres, je vais vous donner un environnement. Je pourrais vous le montrer après l'émission. J'ai sur mon téléphone des photos. J'ai des photos du général Dandiré. Gilbert Dandiré, l'homme lige de l'ancien président Compaoré, qui est dans le désert du Sahel, en train d'expliquer le fonctionnement d'un lance-roquette à un djihadiste. Vous êtes sûr de cette information ? C'est pas de l'information, c'est une photo que je détiens. Et pas la seule. Et à côté de Dandiré, regardant avec ses lunettes de soleil, on reconnaît un certain Belmokhtar. Je vais pas faire une... Mokhtar Belmokhtar, le terroriste ? Mokhtar Belmokhtar. J'ai montré la photo à un haut dirigeant du Quai d'Orsay, en disant... Tant qu'on en sera avec des gens comme Dandiré, Compaoré et la France qui soutient Compaoré, c'est quand même difficile d'avoir ce genre de choses. Vous savez la réponse d'officiel français ? Non. Ah, même Soudain, on connaît la photo, c'est nous qui l'avons prise. Okay. Soyez plus clair pour les téléspectateurs, parce que nous, on a peut-être compris, mais ça veut dire que la France est totalement impliquée dans tout ce qui s'est passé au Sahel ces 10 dernières années.
Je pense qu'on peut le confirmer au regard d'une actualité qui, cette fois, ne souffre de rien, si vous permettez, monsieur. Si vous vous souvenez, Karine, de l'attaque de Tinzaouaten en octobre dernier, c'est dans le nord du Mali. Au Mali, pardon. Le porte-parole du renseignement ukrainien, monsieur Andrei Yuzov, le porte-parole du GUR, s'est félicité du fait que l'Ukraine a fourni un apport, c'est officiel. Oui, bien sûr. Que l'Ukraine a fourni un apport logistique, etc., à l'opération qui a conduit au massacre d'une quarantaine de soldats maliens et d'environ 90 de leurs collègues que le gouvernement avait fait venir de la coopération russo-malienne. Et par la suite, nous avons eu l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, M. Yuri Pivovarov, qui a publié sur ses réseaux une vidéo de réjouissance justement du massacre qui avait été commis. Donc je trouve que ce n'est pas fair play, alors qu'on est conscient que la désapprobation par les puissances occidentales de la présence de ces militaires les a conduits à les soutenir davantage en utilisant parfois des proxys, c'est-à-dire ils ont déporté la guerre russo-ukrainienne sur le sol africain. L'Ukraine, prétextant être en conflit avec la Russie, a estimé que la meilleure chose à faire était de massacrer les nôtres. Et c'est ces éléments-là qu'on prend par la suite pour nous expliquer que Assimi Goïta n'a pas résolu la question du terrorisme. Non, moi je suis pas d'accord avec vous. Non, mais parce que là vous utilisez des informations pour justifier quelque chose. Ma question était celle de savoir. Je ne justifie pas, je suis en train de relater un fait. Parce que ma question était de savoir. Les gens qui sont arrivés au pouvoir ont avancé l'argument suivant. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire reculer le terrorisme par nos moyens. Et justement, je finis, si je peux juste finir. Ma question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on a des informations fiables qui nous prouvent que dans ces pays de l'Alliance des États du Sahel, dans ces pays-là, il y a un recul du terrorisme. C'était ça ma question. Non, mais la réponse... Quel indicateur est-ce que vous avez des chiffres? Puisque la réponse est claire. Bamako, Niamey et Ouagadougou tiennent encore, ne sont pas soufflés la question, au quotidien. mais je veux dire, c'est pas la question. La question est de savoir, la question n'est pas de savoir s'ils tiennent. La question est de dire, eux, ils ont fait reculer, est-ce que vous avez des chiffres? On veut juste avoir des chiffres. Alors, on va passer à un autre événement. C'est pas des événements qui sont sortis dans la presse, on connaît. Non, mais pour conclure, j'insiste dessus. C'est-à-dire, il n'est pas honnête de savoir que depuis que les militaires sont là, les djihadistes reçoivent davantage de soutien de forces extérieures et de dire par la suite ils sont incapables de juguler la question du terrorisme. C'est littéralement empoisonner une eau qu'on vient d'assainir et de critiquer celui qui l'a assainie de ne pas être capable de l'assainir. Si on part du fait que l'hypothèse est vraie, parce que moi je vous laisse la responsabilité. Non, l'actualité elle est factuelle. s'il vous plaît. Non, factuelle. Moi, je ne sais pas. Je vous laisse. C'est le porte-parole lui-même, c'est l'Ukraine elle-même. C'est pas Wilfried. Non, mais là, vous avez pris un fait. Vous avez pris. Si c'est lui. Vous manipulez vous aussi l'information. C'est aussi simple que ça. Non, pas du tout. On va peut-être passer aux événements du Sénégal. Il a même été convoqué par l'ambassade, par les autorités sénégalaises, l'ambassadeur à Dakar. Je vais juste donner un petit élément de réflexion. S'il vous plaît. Je connais bien Tombouctou pour y être allé plusieurs fois. Quand vous allez de Bamako à Tombouctou, vous traversez, après Mopti, c'est que du désert. Et il faut savoir se poser la question de ces djihadistes. Ils sortent d'où? Ils vivent comment? Comment ils renouvellent leur matériel? Quels camions, quelles armes, tout ça, elles arrivent comment? Ça vient dans le désert? Ça pousse pas dans le désert, ça. C'est vrai. Mais ça, qui finance? Qui finance? Non, attendez. Mais c'est une question qui est vieille comme le monde. Elle mais c'est pas aujourd'hui qu'ils ont des armes et qu'ils sont équipés en drone. Non, mais attendez, les djihadistes, c'est pas en 2024 seulement qu'ils sont équipés. La question que pose monsieur... Non, mais c'est pas... Non, laissez-moi terminer. Sur un front, vous êtes approvisionné. Mais ils sont approvisionnés comment? Est-ce que ça date seulement d'aujourd'hui? Non, on est d'accord. J'ai pas dit que ça datait d'aujourd'hui. Je dis légitime la question. Non. On est d'accord. Ça date pas d'aujourd'hui, mais les gens ne se posent pas les vraies questions. Comment ces gens peuvent exister dans un environnement tellement difficile, hostile, et qu'ils apparaissent de temps en temps à la télévision parce qu'ils ont massacré 500 personnes ici, 500 personnes là. En 94, je suis en mission à Tombouctou. Le soir, on me dit, vous mettez les camionnettes dans le hall, dans le parking intérieur du gouvernorat de la région. Pourquoi? Parce qu'à partir de 19h, à la nuit tombante,
jusqu'au lendemain 6 heures, il ne fallait pas circuler dans Tombouctou. Je parle de 1994. Parce que les rebelles Touaregs, ils les appelaient comme ça à l'époque, venaient en ville. Et la veille de mon arrivée, il y a un jeune Suisse d'une ONG qui avait été coupé en deux. On est en 2025 bientôt. On vient de finir, on finit 2024. La situation n'a pas évolué. Non, mais ces gens-là sortent d'où ? Je ne suis pas contre ce que vous êtes en train de dire. Moi, j'abonde dans votre sens en disant alors on va passer... ce qu'on considère comme oui, mais la vraie question, c'est tout ça. Il y a une économie de guerre qui est florissante. Oui, mais qui l'a fourni, l'économie de guerre ? La question c'est plus à Washington ou ailleurs on passe à un autre fait qui a marqué le continent en 2024, c'est le Sénégal. La présidentielle au Sénégal, nous sommes le 2 février 2024. Le président Macky Sall prend un décret et reporte la présidentielle 3 jours plus tard, le 5 février. L'Assemblée nationale adopte le report. Il sera annulé, invalidé par la Cour constitutionnelle. Macky Sall revient à la charge, convoque une conférence nationale pour trouver un compromis. Elle est boycottée par l'opposition sénégalaise, mais elle propose le report en juin de la présidentielle sous un président intérimaire. La Cour constitutionnelle, le 6 mars, invalide cette proposition et fixe la présidentielle au 24 mars. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye sont toujours en prison. Ils sont sortis 9 jours seulement après et avant le scrutin qui remporte haut la main dès le premier tour. Les Sénégalais nous auront montré en 2024 le génie et la maturité qui sont les leurs. Penaoudin. Moi, j'avais dit au président Gbagbo début 2024 que l'élection du Sénégal, ça serait un tournant majeur pour l'évolution des pays d'Afrique de l'Ouest en particulier et d'un pays d'Afrique en général, parce que c'était le dernier, d'abord le Sénégal est le dernier pays où il n'y a pas eu de coup d'État, ni civil, ni militaire, ni quoi que ce soit, et que c'était le pays qui pouvait permettre de faire comprendre aux uns aux autres ce que c'est qu'une transition démocratique, en respectant les règles constitutionnelles, les règles du vote aussi, parce qu'il n'y a pas eu simplement que la Constitution, c'est que le jour du vote au Sénégal, les gens ont voté, les résultats ont été faits bureau par bureau, ils ont été publiés bureau par bureau, c'est le seul pays d'ailleurs en Afrique de... Mais c'était prévu comme ça en Côte d'Ivoire en 2010. Oui, mais ça, en 2010, parce que j'étais présent, je peux vous dire, on a fait exactement comme ça, sauf qu'ils ont déchiré tout et ils ont mis sous la table. Oui. Je parle du côté franco-onusien. Et au niveau du Sénégal, ça s'est passé comme ça. Ça a été un tournant selon vous. Et Amadouba, dans la nuit, a concédé. Et ce qui s'est passé avec Dramané, c'est le jour dernier au Ghana. C'est ça, on reviendra aussi sur... Mais au Sénégal, c'était vraiment l'élection qu'il fallait pour réenraciner, si on peut dire, réimplanter la démocratie. La démocratie au sens noble du terme. Et ça s'est bien passé. Et espérer que maintenant, dans les autres États, ça va faire... Karine Orio, une présidentielle spéciale. On peut saluer la maturité démocratique qu'on a vue au Sénégal. Cependant, cette élection ne s'est pas déroulée aussi paisiblement. C'est ça. C'était quand même dans un climat de tension exacerbée. Il y a eu des morts. Il y a eu énormément de morts, il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu des emprisonnements quand même. Ça, il faut le reconnaître. Et puis, Macky Sall nous a quand même a mis le doute, parce que finalement, on ne savait pas s'il voulait quand même se représenter, pas se représenter. Il a fait traîner. Et puis, il a pris des décisions qui, à la fin, ont quand même malmené un tout petit peu les institutions sur place, mais heureusement, la force des institutions aussi au Sénégal a fait qu'on ait quand même pu avoir une date de scrutin et puis une élection qui se soit bien déroulée. Bien sûr. Et je salue aussi la mobilisation de la jeunesse sénégalaise. Et là, pour le coup, grâce aux réseaux sociaux, parce qu'il fallait absolument une victoire dans les urnes. Et c'est ce qu'on demande finalement, c'est-à-dire que au regard de ce qui s'est passé au Sénégal, on aimerait justement que la mobilisation se passe dans les urnes avec, comme l'a dit M. Oudin, c'est-à-dire que quelqu'un qui reconnaît sa défaite, et puis c'est beaucoup plus simple. C'est vrai que Amadouba, de toute façon, il n'avait pas le choix, a reconnu sa défaite. Et nos deux prisonniers, on va dire, entre guillemets, qui 2 mois auparavant ne pouvaient pas se rêver, l'un président de la République et l'autre Premier ministre, tiennent aujourd'hui les rênes du Sénégal. Claude Duffier et Kanga Kanga.
En première partie de l'émission, j'ai conclu en disant que les coups d'État constitutionnels sont les plus nombreux. Au Sénégal, je salue la proactivité de M. Badio Camara, le président de la Cour constitutionnelle, qui a su déjouer le coup d'État de Macky Sall, parce que c'était un coup d'État. Macky Sall, qui est au pouvoir depuis le 2 avril 2012, a cru bon de nous servir à un poisson d'avril en voulant aller au-delà de son mandat, alors que le texte fondamental, la loi, la constitution du Sénégal, le lui interdisait. Il a utilisé moult mécanismes, moult entourloupe, le musellement des opposants, avec des motifs sans queue ni tête, corruption de la jeunesse. Il y a eu cette affaire entre le ministre Mame Mbaye Niang et Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Il y a eu l'affaire Adji Sarr. Il y a eu justement cette incarcération et cette amnistie en dents de scie où, ok, je te libère, monsieur Sonko, mais puisque tu as déjà été condamné pour les faits qui te sont reprochés, tu es de facto inéligible pour les élections à venir. Il surfait sur le fait que monsieur Diomaye Faye était trop faible pour porter justement le PASTEF à la magistrature suprême. Par la suite, il n'a même pas permis à son dauphin désigné, M. Amadou Ba, d'être un dauphin. C'est-à-dire, il a davantage réfléchi à la perpétuation de son pouvoir qu'à un réel changement, certes d'individu, mais alors qu'il avait tout à gagner. On pouvait changer l'individu, on maintenait le système APR, le système Beno Bokk-Yakaar, sauf que bon, Beno Bokk-Yakaar, uni dans l'espoir, s'est transformé en désespoir quand Macky Sall a abandonné son propre poulain sous l'autel de sa propre cupidité à rester au pouvoir. Et donc, les Sénégalais qui ont justement cette habitude depuis plusieurs années de l'alternance comparativement pacifique, si on fait des analogies avec d'autres États, notamment ceux dont on venait de parler, les Sénégalais ont approuvé et ont applaudi la solidité de leurs institutions, notamment du Conseil constitutionnel, avec évidemment la participation de la diaspora, qui, contrairement à la diaspora de mon pays, le Cameroun, peut même agir à l'Assemblée. Il y a 8 circonscriptions dans la diaspora. La diaspora sénégalaise possède 15 sièges, ce qui lui permet d'avoir un droit de regard factuel, institutionnel, permanent sur la politique du pays. Donc, j'étais très content. On va peut-être parler dans un autre contexte de la politique interne des deux têtes actuellement du Sénégal, que je n'approuve pas totalement, mais sur le plan de l'élection, sur le plan du contexte et de la manière dont ils ont été portés au pouvoir, je trouve que le message, il est bon. Je trouve que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y a eu énormément de morts, énormément d'effusions de sang, davantage qu'au Niger. Une pique envers vous encore, Madame Karine. Lors de la prise du pouvoir de Monsieur Tiani, il y a eu beaucoup moins d'effusions de sang que lors de l'entourloupe et les tentatives macabres de perpétuation, de pérennisation dont Macky Sall a été l'auteur. Et donc, heureusement, les choses se sont bien terminées, c'est-à-dire la Constitution a eu le dernier mot, la loi fondamentale a eu le dernier mot, les dirigeants qui sont actuellement au pouvoir sont d'une légitimité absolue, d'autant plus que sur les législatives qui se sont déroulées en novembre dernier, ils ont à nouveau raflé la mise. On aimerait bien que cet épisode se répète sur les 54-55 pays africains. On croise les doigts. Et sans les morts si possible. Oui, sans les morts, évidemment. Mais moi, pour aller vraiment dans le sens de M. Ekanga, je pense que c'est un exemple. Parce qu'effectivement, Macky Sall n'a pas prouvé que lui, il aspirait à une transition paisible, ni à une transmission du pouvoir. On a bien vu qu'il n'y avait pas de préparation de ce côté-là. Et je pense qu'il faut aussi que justement les autres États autour retiennent ces leçons-là. C'est-à-dire que malgré le fait que lui, il ait voulu passer en force, les institutions, la force des institutions a bien été... Et un peuple mobilisé. Et un peuple mobilisé, tout à fait. Il faut retenir d'ailleurs que le Sénégal, même s'il est cité en exemple de démocratie, tout au long de son histoire politique, il y a eu des couacs. Il y a même eu la tentative par Abdoulaye Wade. En 2000. Il y a eu la crise de 62 avec M. Léopold Sédar Senghor face à Mamadou Dia, qui s'est servi du Parlement pour couper la tête, politiquement, bien entendu. Pour couper la tête à Mamadou Dia, il y a eu parce qu'on était dans un contexte de bicéphalisme assez puissant. Et le discours souverainiste et l'approche réellement indépendantiste de M.
Dia ne plaisait pas beaucoup à la politique de convention de Léopold Sédar Senghor, qui lui avait une grande pratique de la France. Et on a eu cette bagarre-là à l'Assemblée, qui a même été où des gendarmes sur ordre de M. Mamadou Dia ont pris le contrôle de l'Assemblée pendant que Léopold essayait de... En fait, le Sénégal connaît ces remous, ces tumultes de manière assez fréquente, mais sait bien clore le dossier. C'est vrai. Mais il y a une chose que je voudrais dire aussi pour ne pas trop taper sur l'Afrique, c'est que vouloir le Sénégal, ça a bien marché, et étendre ça aux 54 États. Je vous rappelle quand même que l'Afrique du Sud est un pays démocratique. Totalement. Aujourd'hui, l'ANC n'est même pas majoritaire. Totalement. Et il y a, oui, pas majoritaire totalement. et elle fonctionne. Et d'ailleurs, la Namibie vient de voter bien, la première femme présidente de Botswana. Absolument. Un peu le Kenya. Ce que vous dites, c'est très intéressant. Parce qu'on ne parle que des trains qui partent pas à l'heure en Afrique, mais absolument. Qui partent à l'heure et qui vont faire l'Afrique de demain et qu'il faut mettre en exemple d'abord. Et je m'excuse de le dire, il y a ces faux intellectuels africains qui nous servent l'idée que la démocratie est un modèle importé, ça ne peut pas marcher en Afrique. Mais ça marche quand on veut que ça marche. Ça marche quand on a les institutions. Mais attention, les acquis démocratiques, on a quand même remarqué aussi qu'on a des acquis démocratiques sur le continent africain qui peuvent du jour au lendemain sauter. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il faut les consolider. Absolument. Donc, un autre point très rapidement, Karine Auriol, puisque vous allez nous quitter pour la troisième partie. Le cas sénégalais nous pose face à une question qui, elle aussi, elle est complexe. Aujourd'hui, le volontarisme politique des nouvelles autorités sénégalaises semble nous faire croire qu'elles vont revenir sur la loi d'amnistie prise par Macky Sall pour absoudre tous les crimes de sang et crimes économiques qui ont été commis sous son régime. La question c'est, faut-il, au nom d'une certaine cohésion sociale, effectivement fermer les yeux sur les crimes passés, ou bien faut-il mettre fin à l'impunité et que chaque gouvernant réponde de ces crimes, peu importe les lois qu'il a prises avant de partir. Mais la difficulté aujourd'hui pour le duo Sonko et Diomaye, c'est que maintenant il faut gouverner. Et que pour gouverner, vous l'avez dit, dans votre question, en fait, il y a une réponse. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour maintenir la cohésion sociale ? Est-ce que aujourd'hui, il vaut mieux effectivement plutôt dire, non, on va être très strict et très rigoureux, au risque que quand même leur popularité et puis soit remise en question. Moi, je ne sais pas s'il faut avoir une réponse assez fermée là-dessus. Honnêtement, je ne saurais pas répondre. Qu'est-ce qu'on fait, Claude Dufrélet, Kanga et Kanga? Je pense en effet qu'il faut un juste milieu, parce qu'il est clair que si l'opposition, elle est beaucoup la coalition Benno Bokk Yakaar, à l'intérieur de laquelle l'APR se trouve, bloquait les dispositions de l'exécutif à l'Assemblée, le but était en fait de repousser au maximum les mesures prises par le nouveau pouvoir, en espérant qu'il réaliserait de bons résultats à l'exécutif. Et évidemment, c'est dans la même logique qu'avant de quitter le pouvoir, Macky Sall a mis sur pied ces règles d'amnistie, parce que conscient de tous les crimes qui étaient à son actif, il se disait, maintenant que je vais partir, il ne faudrait pas que je me retrouve dans une situation inconfortable. Donc, que doit faire le nouveau pouvoir? Je dirais qu'il doit trouver une sorte de juste milieu. Il ne faut absolument pas transformer le non-droit en norme sur la base d'une cohésion nationale qu'on voudrait créer. La cohésion ne doit pas reposer sur l'impunité et la consécration de la violation des règles établies. Il faut peut-être, je ne vais pas me substituer à la justice sénégalaise, mais peut-être il faut prioriser les délits les plus, entre guillemets, impardonnables. Les plus graves. Oui, les plus graves, les plus difficiles à absoudre, et taper dessus et punir les coupables. Par contre, les délits mineurs, je sais pas, je veux dire, Macky Sall ou Diomaye Faye, peut fermer les yeux sur ceux qui ont, sur le juge qui a prononcé son... Excusez-moi de poser la question de façon choquante. Ces étudiants abattus froidement pendant les manifestations
au cours desquels les Sénégalais disaient non c'est quelque chose que je ne pardonne pas personnellement. Ça fait partie des délits mineurs? Non, pas du tout. C'est quelque chose que je ne pardonne pas du tout. Nous avons le même problème au Cameroun avec la crise anglophone qui a d'ailleurs embrasé tout le pays. Il ne faut pas, Thomas Sankara le disait d'ailleurs, un militaire sans formation politique est un criminel en puissance, sans formation idéologique, sans formation politique. Et vous lui donnez une arme à la main, il se croit tout permis. Il ne faut pas que on habitue le gendarme africain. D'ailleurs, il y est habitué, mais il faut qu'on le déshabitue à la gâchette facile. Il faut faire passer un message quand même pour ceux qui, sans raison, ont été coupables de tels actes. Évidemment, il y a un commanditaire qui est Macky Sall. Oui. Donc, il appartiendra à Ousmane Sonko et à Diomaye Faye de gérer la situation. Mais donc, je ne plaiderai pas du tout pour une amnistie en ce qui le concerne. Donc, les Sénégalais tombés sous les balles des policiers en 2021, en 2023 et en 2024, il faut rendre justice. Oui, tirer sur son peuple, je ne le cautionne pas du tout. Je propose qu'on marque un coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de notre émission, dont le numéro de ce jour est consacré aux événements qui ont marqué le continent en 2024. Un nouvel invité m'a rejoint, Jean-François Akandji Kombe. Vous êtes professeur agrégé de droit à la Sorbonne. Vous êtes par ailleurs un homme politique centrafricain, le président du Conseil de résistance et de transition. Merci. Merci de nous avoir rejoints. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Pour jeter un regard sur les événements politiques qui ont marqué 2024 qui s'achève puisque nous sommes presque à la fin de l'année. Nous parlions, Jean-François Akandji Kombe, de l'élection présidentielle au Sénégal dans la deuxième partie de notre émission. Et ça nous a permis aussi de constater qu'au fond, on parle très peu des États anglophones qui pourtant sont de vraies réussites démocratiques. La preuve, nous avons eu la preuve ce 7 décembre au Ghana, où le pouvoir a changé de main de façon assez pacifique. Mahamadou Bamounia du NPP n'a pas hésité une seule seconde à féliciter John Dramani Mahama, qui a remporté la présidentielle. Et il ne s'est rien passé du tout. Qu'est-ce que ça vous évoque, la présidentielle que vient de connaître le Ghana, qui l'ancre davantage, qui marque davantage son ancrage démocratique? Alors, vous avez évoqué, on contraste un peu les pays francophones et les pays anglophones, et c'est vrai que dans la partie anglophone de l'Afrique, il y a une autre pratique politique. En tout cas, en revenant au Ghana, moi, ce qui me frappe d'abord, et en se projetant en avant sur ce qui est désirable pour notre continent, j'observe que d'abord, il y a une question d'éthique politique. Oui. Une éthique politique qui est différente, qui débouche sur des pratiques politiques qui sont plutôt, qui permettent l'apaisement et qui permettent en tout cas le progrès. Vous aurez observé que ces élections ont amené au pouvoir l'ancien président, Absolument. Le président John Mahama, et a été battu un vice-président sortant, mais qui a été président de 2013 à 2017. Ça. Donc, nous avons une alternance. Ce n'est pas seulement ces élections qui se sont bien passées. Il y a une alternance et il y a, je dirais, une culture politique qui se crée à partir de cela. Et il ne faudrait pas oublier non plus le rôle joué par la population qui a fait preuve d'une maturité exemplaire, parce que, bien sûr, des élections présidentielles ou parlementaires, toute élection est aussi le moment de la prise de pouvoir par des émotions.
Mais ces émotions ont été maîtrisées dans le cas présent, et c'est un exemple qui est à saluer, me semble-t-il, en tout cas en préalable. Il est à saluer, et il a été rendu possible par un certain nombre de décisions, pour être plus concret. C'est ça. Dans beaucoup de nos pays francophones, le président sortant va faire peser une sorte d'incertitude jusqu'au dernier moment sur son intention de se présenter ou de ne pas se présenter. Le président sortant, Nana Akufo-Addo, avait indiqué très longtemps, il y a 2 ans déjà, qu'il ne comptait pas se représenter, puisque le mandat présidentiel est limité au nombre de 2 au Ghana par la Constitution, et qu'il ne comptait par conséquent pas modifier la Constitution, comme cela se fait par chez nous, pour pouvoir se représenter. Et d'ailleurs, je peux témoigner, puisque nous l'avions invité, le président Nana Akufo-Addo, à Paris le 15 novembre de cette année, pour donner une conférence. Et il y a comme une sorte de traînée d'inquiétude et de poudre qui l'a suivi jusqu'à Paris pour savoir, mais vraiment, est-ce que c'est vrai que vous ne vous représentez pas ? Et là, il a répété, évidemment, qu'il ne comptait pas se représenter. D'ailleurs, ça l'a amené à sourire un peu, mais c'est un acte d'un homme de conviction, qui s'est traduit également par le fait que l'année dernière, en 2023, en perspective des élections groupées, puisqu'il y a eu aussi les élections législatives, il avait très clairement invité ceux de son équipe, notamment à la présidence, qui souhaiteraient se présenter à des élections, de démissionner de leurs fonctions. C'est ça. Pour aller se consacrer à la campagne, ce qui est aussi une autre manière vertueuse d'envisager des élections, de mener des élections sans les moyens de l'État et sans la pression qu'on met dans nos différents États. Je m'arrête là, mais je pense qu'il y a un certain nombre c'est un mélange d'un ensemble, à la fois d'éthique collective, d'éthique personnelle, d'une certaine pratique du pouvoir, et on ne peut que saluer à la fois le président Nana Akufo-Addo, président sortant, son vice-président qui était le président malheureux, en tout cas le candidat malheureux, et l'ancien président, et surtout, je dis toujours qu'il n'y a pas de démocratie sans le peuple, et il n'y a de souveraineté que pour des peuples libres. Par conséquent, je me réjouis beaucoup, et j'espère que ce chemin-là va être suivi par d'autres pays. Pour compléter, M. Akanji, pour ce qui est des présidents successifs et de l'alternance avec le retour de Dramane cette fois-ci, il y a encore un petit détail, c'est que quand Dramane a été élu la première fois, un de ses soutiens, puisqu'il était du même parti, c'était l'ancien président Jerry Rawlings, que j'ai bien connu, qui avait fait un coup d'État militaire, qui a remis de l'ordre au Ghana, et qui est revenu au pouvoir par des élections démocratiques. Et qui a quitté le pouvoir avec une cote de popularité exceptionnelle au Ghana. Absolument. Jusqu'à son décès, il y a quelques années. Et quand Dramane a été élu, avec le soutien de Rawlings, qui d'ailleurs n'avait pas soutenu son épouse, qui était candidate en primaire contre Dramane, il faut le savoir. Ça aussi, il faut le faire. Donc, il avait considéré que Dramane était sans doute le meilleur, plus fort que son épouse, pour diriger le Ghana. Dramane gagne, et son premier mandat, et espérons que le deuxième sera meilleur, n'a pas été à la hauteur des espérances des Ghanéens, ce qui fait qu'au tour suivant, Akufo-Addo a été élu contre Dramane, et Jerry Rawlings, une forme de deuxième père de la nation après Nkrumah, a soutenu Akufo-Addo contre son propre parti à cause du non-respect de la parole de Dramane à l'époque. C'est ça. Et il faut se rappeler que le père d'Akufo-Addo était le président quand Rawlings a fait le coup d'État militaire. Absolument. Donc, la complexité de la chose, il faut la connaître. Absolument. Et donc, ça démontre que le Ghana, aujourd'hui, a su dépasser les clivages politiques, les clivages de certaines périodes des uns et des autres. Et j'en donnerai un petit dernier qui nous ramène à la Côte d'Ivoire, c'est que Akufo-Addo, pendant la période de la crise ivoirienne, était ministre des Affaires étrangères de Koufor. Et il venait à Abidjan dans le cadre du groupe de travail international pour essayer de tordre le bras de Gbagbo, en particulier à propos de l'Assemblée nationale qui était soi-disant dissoute ou pas dissoute, etc. Et il a donné beaucoup de fil à retordre au président Gbagbo. Quand il est devenu président plus tard, j'ai le souvenir qu'il reçoit Macron
à Accra et qu'il rencontre à nouveau Macron dans une conférence à Dakar. Et dans les 2 fois, il donne une leçon de souveraineté à Macron. Et je rencontre Gbagbo à la prison de La Haye et je lui rapporte ça. Il me dit oui, j'ai vu ça sur France 24 parce qu'il avait quand même une télévision dans sa cellule. Et j'ai vu ça et il me dit Bernard, tu vois, nos idées progressent. Absolument. Parce que ce monsieur m'a donné du fil à retordre et aujourd'hui il parle comme moi. Donc, essayons d'avoir espoir dans la démocratie en Afrique. Alors c'est très amusant quand monsieur Oudin parle de John Jerry Rawlings. On pourrait dire j'ai déposé le père, j'ai soutenu le fils après. Puisqu'il a fait le coup d'État au père de Nana Akufo-Addo, qui était alors président, et il soutient maintenant... Non, il a soutenu la démocratie ghanéenne. La démocratie, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Alors très rapidement, et Claude Dufay, Kanga, le professeur l'a évoqué tout à l'heure, effectivement, le 15 novembre dernier, il a co-animé une conférence avec le président ghanéen, le président sortant, Nana Akufo-Addo. C'était à la maison des avocats à Paris, ici à Paris. Oui, avec un jeune Africain qu'on ne doit pas oublier. Voilà, monsieur Gali. Pascal Gali. Monsieur Pascal Gali. Qui a fondé une organisation très intéressante qui est le Choc des légendes. Absolument. Donc, nous étions tous les 3. C'est un clin d'œil qu'on lui fait. J'étais allé à cette conférence, mais avant d'y aller, j'ai téléphoné avec 2 confrères ghanéens. Ils sont à Accra. Ils sont de la presse marquée presse de l'opposition. J'ai posé 3 questions à ces 2 confrères, juste comme ça. Y a-t-il un journaliste en prison au Ghana? Ils m'ont dit non, jamais. Ici, nous on critique le président, ça l'amuse même. J'ai dit, y a-t-il des prisonniers politiques au Ghana? Il dit, aucun. Écoute, Richard, je suis de l'opposition, mais je peux te dire, il n'y a aucun prisonnier politique au Ghana. Et enfin, la 3e question, y a-t-il des Ghanéens en exil? Et l'un de mes réponses, si à Paris, vous rencontrez un Ghanéen qui vous dit qu'il est exilé du fait de son opinion politique, de ses opinions, de ses convictions politiques, ne le prenez pas au sérieux. Ou alors il n'est pas un Ghanéen. Et là, je vous parle du Ghana, un pays africain. Et le président vient à cette conférence et dit, moi, j'ai même supprimé le délit de presse quand j'ai pris le pouvoir. Chez moi, aucun journaliste n'ira en prison parce qu'il m'a critiqué. Parce que c'est normal, ça participe de la démocratie. Est-ce que ça ne remet pas radicalement en cause ceux qui disent que la démocratie ne peut pas marcher en Afrique? Là, je vous parle d'un président africain, président d'un État africain. Évidemment. En fait, plus que la démocratie, c'est une question de droits de l'homme. Je veux dire, quelqu'un pourrait être au pouvoir pour 1000 ans et quand même respecter les droits de l'homme, que ça m'arrangerait. Je suis davantage un pragmatique qu'un dogmatique démocratique. C'est-à-dire, de toute façon, il en est de même pour tous les peuples de la Terre. Si les dirigeants de tous les pays du monde réalisaient les performances économiques et sociales auxquelles aspirent les populations ne regarderaient même pas leur longévité au pouvoir. C'est le cas de grandes économies qui ont émergé à une vitesse incroyable comme Singapour sur les 30 dernières années à peu près. Ce qui signifie d'un autre côté que si les aspirations des populations n'obtiennent pas réponse, celui qui était censé tenir la promesse et qui ne l'a pas fait doit s'en aller, le cas échéant le Ghana. Parce que l'une des raisons pour lesquelles, enfin de toute façon M. Addo ne pouvait pas se représenter, mais le dauphin issu de son parti, le NPP, le New Patriotic Party, il n'a pas été reconduit, c'est parce que les populations ne sont pas satisfaites du bilan économique. La situation au Ghana est absolument catastrophique actuellement. On parle même de la pire crise de l'histoire récente du Ghana. Catastrophique, ça dépend par rapport à quel autre pays on fait la comparaison. Relativement, par rapport à ce qui a été attendu du Ghana, par rapport à ce qui est attendu du Ghana ou aux années Rawlings notamment. Parce que là, on nous a annoncé pour 2025 un taux de pauvreté qui va avoisiner les 33%. Ce qui est quand même assez effrayant, parce qu'on était déjà dans les 22% en 2023-2024, ça veut dire que ça va encore grimper d'environ 10 points. Et donc, la population a totalement désapprouvé le gouvernement en place, d'autant plus que l'élément fondamental sur lequel était basée l'économie du Ghana, le cacao, c'est quand même le deuxième
exportateur mondial après la Côte d'Ivoire, il y a eu un déficit de production assez criard dû à beaucoup de facteurs, que ce soit au niveau du climat, des crises internationales, comme vous dites, ou de l'orpaillage abusif et illégal, l'exploitation artisanale de l'or qui a énormément nui au sol, et aussi l'incapacité du président Akufo-Addo à juguler les finances et à répondre de manière énergique aux différentes crises. Il avait annoncé ne pas avoir recours au FMI. Finalement, devant son incapacité à résoudre la chose de ses propres moyens, il a eu recours au FMI, et donc la population, devant tout cet enchevêtrement d'échecs, a décidé que nous n'en voulons plus. Et évidemment, comme vous venez de l'évoquer, les choses se sont passées de manière absolument exemplaire, de manière absolument pacifique, de manière absolument agréable. Et le Ghana, aujourd'hui, comme le Sénégal aussi, du moins sur ce plan-là, informe l'Afrique et le monde sur deux volets. Le premier, c'est que c'est possible. Absolument. C'est possible. Le deuxième, c'est que c'est possible même quand on vient d'une situation absolument contraire. Parce que le Ghana, vous l'avez évoqué, monsieur, c'était pas facile au début. Les années après Nkrumah ont été assez tumultueuses. Et monsieur Jerry Rawlings arrive en 79 et renverse Fred Akufo. D'ailleurs, la situation est tellement cocasse que le premier coup d'État va échouer. Il sera incarcéré, mis en prison et condamné. Mais il va être libéré quelques jours plus tard à peine et retenter un autre coup d'État au début du mois de juin 79 qui va donc mettre hors circuit monsieur Fred Akufo et installer Ila Liman. Et Ila Liman sera à nouveau renversé 2 ans plus tard par le même Jerry Rawlings, qui va donc rester jusqu'au multipartisme des années 80. Il aime faire parler de lui. Hein. Il aimait faire parler de lui. C'est pour dire politiquement, le Ghana, c'est pas, ça ne s'est pas passé ex nihilo du jour au lendemain. D'ailleurs, il a fallu attendre le multipartisme de 92 pour sortir du régime militaire, et c'est là où on a eu l'élection de monsieur Jerry Rawlings et sa réélection en 96. Mais il a, comme vous avez évoqué, légué le pouvoir également de manière pacifique. Pour quelqu'un qui est arrivé par un coup d'État militaire, c'était déjà à saluer. Et même lors des élections du début du millénaire, où il soutenait à la base le candidat de son parti, puisque c'est lui qui avait créé le NDC, monsieur John Atta Mills, c'était le dauphin, en tout cas le successeur voulu par Jerry Rawlings, mais qui n'a pas eu de problème à se plier au fait que c'est John Kufuor qui avait gagné l'élection. Une autre leçon, on va dire, de ce Jerry Rawlings, là dont l'histoire retient la grandeur aujourd'hui. Et ensuite, après monsieur Kufuor, c'est enfin John Atta Mills qui a exercé et qui n'a pas satisfait aux aspirations du peuple, parce que... Je vous coupe une seconde pour une anecdote, c'est que quand Rawlings fait son premier coup d'État, un des premiers actes posés dans le cadre de la lutte contre la corruption, c'est la condamnation et l'exécution d'un de ses neveux. Je peux vous dire que ça a calmé les Ghanéens pour longtemps. Ouais. Donc voilà. Et donc John Atta Mills s'en va. Il est remplacé donc par ce premier mandat de John Dramani. Enfin, il s'en va. Il est décédé en 2012 dans l'exercice de son pouvoir. Et donc remplacé par ce Mamani Drama. Et ensuite qui est remplacé par Akufo-Addo. En fait, on a un joli ping-pong politique à la tête du Ghana qui se passe sans effusion de sang, qui se passe sans échauffourée. Et aujourd'hui, on est dans une sorte de continuité où les dirigeants au pouvoir prennent acte du fait que le peuple n'est pas satisfait de leur politique et se retire sans faire de vagues. Aujourd'hui, Nana Akufo-Addo accepte le fait que M. Mahamoudou Boumania, je ne sais pas trop comment il s'appelle, Mahamoudou... Baoumia, voilà. Nana Akufo-Addo prend acte du fait que je n'ai pas réussi à convaincre le peuple par la pertinence de ma politique, et mon dauphin était encore moins convaincant que moi. Donc nous avons perdu, on reviendra éventuellement plus fort demain, mais pour l'instant nous avons perdu. C'est l'intérêt supérieur de la nation ghanéenne qui prouve. Le peuple a parlé et c'est le peuple qui a le dernier mot. Alors, cette dernière phrase, en tout cas, c'est ça la question de la souveraineté. C'est un peu mon credo, d'une certaine manière, parce que vous disiez tout à l'heure qu'il fallait être pragmatique. Je le suis aussi. Je partage avec vous ce positionnement pragmatique, mais pour dire que le pari du peuple, du retour à la souveraineté du peuple, c'est-à-dire à la décision par le peuple ou à l'appréciation du politique par le peuple, est sans doute le pari gagnant pour l'Afrique. Et en réalité, c'est la question de la prise en compte
des populations dans les politiques qui sont menées, dans les perspectives qui se dessinent en Afrique. C'est l'un de nos grands problèmes dans les États, que ce soit d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. C'est que on crie au peuple, on appelle au soutien, en tout cas, on revendique le soutien du peuple, mais sans jamais lui donner l'occasion de s'exprimer. Et je trouve que ce que vous nous invitez à faire, c'est regarder dans le rétroviseur pour mieux tracer les lignes de 2025. Et il y a des élections qui vont se présenter. Absolument. Et j'espère que, précisément, la leçon que je veux retenir de 2025, c'est que, à partir de l'exemple du Sénégal et du Ghana, c'est que dès lors que on fait confiance à la décision qui va être prise par le peuple. Le président Nana Akufo-Addo, pour avoir échangé avec lui et pour l'avoir entendu, puisque vous l'avez entendu également, était parfaitement conscient du fait que la politique, il y a aussi une usure du pouvoir. Et il y a la confrontation quand on est au pouvoir avec l'environnement qui n'est jamais très favorable. Et en l'occurrence, il y a eu plusieurs crises qui sont passées, qui ont amené le pays au niveau au niveau d'endettement, au niveau surtout d'inflation, qui avait frôlé presque les 50%, je crois que c'était autour de 40%, mais qui a été ramené l'année suivante, en 2023, à 23%. Donc il y avait une sorte de retour vertueux, mais il appartient au peuple de décider par des élections, parce que jusqu'à maintenant, nous avons les élections comme moyen de choix de nos dirigeants, avant de pouvoir réfléchir à d'autres moyens qui seraient peut-être typiquement africains, mais il y a les élections qui sont là, et l'enjeu, c'est d'avoir des élections apaisées. Il ne peut y avoir d'élections apaisées que s'il y a une transparence, et s'il y a une transparence à l'égard des électeurs, et que l'on est assuré de la fiabilité du résultat qui va en sortir, et s'il y a la liberté des uns et des autres de professer, de désigner, de croire en ce qu'ils veulent croire et de désigner qu'ils veulent désigner. Donc, de ce point de vue-là, j'espère que ce pari du peuple sera toujours donné dans nos différents pays, quand bien même il y aurait un chef d'État qui serait tellement fantastique qu'en 50 ans, en restant 50 ans au pouvoir, il pourrait faire le bien du peuple. Mais s'il peut faire le bien du peuple, il devrait être convaincu que le peuple sait qu'il fait son bien. Oui. Et donc Absolument. Se présenter. Merci. Et sans oublier que c'est le peuple qui, de façon souveraine, limite le nombre de mandats. Donc, même si vous êtes le meilleur pourvoyeur... Enfin, ça dépend. Voilà, sur ce point-là, juste brièvement, vous soulevez une question qui mériterait plus de temps, mais c'est le peuple qui donne le mandat. On a dit le contraire en Afrique tout le temps, en disant que c'était la conférence de la Baule qui l'avait décidé. Mais au Ghana, comme en Centrafrique, au Bénin, les conférences nationales souveraines ont eu lieu avant la Baule. Absolument. On est totalement d'accord. Et la démocratie, c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Absolument. Parce que c'est jamais gagné. Et quand on parle d'élections et de respect de l'élection, on pourrait prendre le cas de la France actuellement. D'avoir participé à cette émission. Jean-François Kandi Combé, je rappelle que vous êtes le président du Conseil de résistance et de transition CRT, par ailleurs professeur agrégé de droit à la Sorbonne en France. Ben Aoudin, conseiller de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Merci à vous également d'avoir participé à cet échange. Claude Wilfried Kanga, vous êtes politologue, analyste politique. Merci. Merci pour vos éclairages dans cette émission. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré à une sorte de rétrospective 2024. Nous sommes presque à la fin de l'année. On va souhaiter à nos téléspectateurs une bonne santé et une heureuse entrée dans la nouvelle année 2025. Merci. Une excellente année démocratique sans effusion de sang. Sans effusion de sang et surtout que nous réussissions en 2025 à lutter contre la vie chère, contre la pauvreté sur le continent parce que les populations n'en peuvent plus. D'ailleurs, c'est la période des fêtes. On imagine les difficultés qu'ont beaucoup d'Africains aujourd'hui à rendre heureuse leur famille, à faire des cadeaux
aux enfants, c'est quelque chose de complètement regrettable. Mais si la vie est moins chère, ça peut être encore plus facile. Merci à vous. Et si vous voulez suivre à nouveau cette émission, allez sur www.nca-tv.com et surtout abonnez-vous massivement pour nous encourager. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous.